Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. Le sommet Turquie-Afrique débute ce vendredi au Palais des Congrès d'Istanbul. Le chef de l'État Félix Tshisekedi y est en sa qualité de président de l'Union africaine. La rencontre est consacrée aux investissements et à la lutte contre le terrorisme en Afrique. Et la présence dans les jours à venir d'un contingent de la police rwandaise pour sécuriser la ville de Goma provoque un tollé au sein de la classe politique congolaise. Une motion d'information adressée au ministre de l'Intérieur a été introduite par les députés nationaux aux fins d'obtenir des renseignements sur les raisons profondes de cette présence. Et le comité laïque de coordination projette une marche à la date du 22 décembre pour exiger la suppression des prélèvements de la taxe RAM, registre des appareils mobiles et aussi la dépolitisation de la CENI. Bienvenue à vous tous, madame, messieurs, et merci d'être avec nous sur Télé 50. Début ce vendredi de la 3e édition du sommet Turquie-Afrique. L'événement se déroulera sur 2 jours au Palais des Congrès d'Istanbul et sera marqué par des rencontres consacrées aux investissements et à la question du terrorisme en Afrique. Et après l'entrée des troupes ougandaises sur le sol congolais, la probable présence de la police rwandaise à Goma fait réagir la classe politique congolaise. Et pour voir clair sur ce dossier, le député national Jean-Baptiste Kasekwa a adressé une motion d'information au ministre de l'Intérieur Daniel Aselo avec comme question principale comment expliquer la présence des éléments de force de police plutôt étrangères en RDC. 13 décembre 2021, signature d'un pacte de coopération entre la police nationale congolaise et celle du Rwanda. Le pacte a été signé à Kigali, au Rwanda. Pour connaître les contours de cet accord, le député national Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa a déposé une question d'actualité au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo. Pour ce faire, cet élu de Goma a articulé ses préoccupations autour des questions pertinentes. Nous décidons d'aller faire venir une police étrangère sur notre sol. Est-ce que le ministre, et c'est pourquoi je l'appelle, il devrait venir nous expliquer, est-ce que le coût du maintien de la présence de la police rwandaise sur notre sol est inférieur au coût de la dotation de notre police? Comme l'entrée des troupes ougandaises sous le sol congolais, l'opposant Martin Fayoulou fait remarquer que l'installation de la police rwandaise tend à officialiser la balkanisation du pays. Il a fait connaître dans un tweet où il demande au peuple congolais de refuser la présence des policiers rwandais à Goma. Cette présence, comme celle de l'armée ougandaise, viole la souveraineté de notre pays et tend à officialiser sa balkanisation. Une position partagée totalement par le président de l'Union démocratique africaine originelle, UDA en sigle, André Claude Lubaya, qui considère la décision des autorités congolaises comme un renoncement dangereux à la souveraineté du pays. Il dit la sécurité publique et la défense de l'intégrité du territoire sont des missions régaliennes irréfragables de l'État. Elles ne peuvent être ni aliénées ni sous-traitées. C'est un renoncement dangereux qui nuit gravement à notre souveraineté. Fin des citations. Selon les communiqués de la police rwandaise, le protocole d'accord signé oblige les 2 institutions policières à unir leurs efforts contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme, la contrebande et trafic de stupéfiants, la contrefaçon des monnaies, la prolifération des armes légères et des petits calibres. Conformément aussi à l'accord du 13 décembre, la police rwandaise et celle de la RDC vont établir une unité opérationnelle conjointe à Goma afin de collecter des informations sur les activités terroristes dans la région.
Et prélèvement de la taxe RAM, le comité laïque de coordination projette une grande manifestation le 22 décembre prochain pour exiger sa suppression immédiate. Une autre révélation concernant la gestion opaque de cette taxe illégale est que les opérateurs des sociétés de télécommunications n'ont jamais reçu le 5% reconnu dans cette répartition. Pendant que l'Assemblée nationale et le Sénat exigent sans relâche la suppression de la taxe de registre des appareils mobiles RAM, de nouvelles révélations se font sur la gestion de celle-ci. En effet, les recettes du RAM sont réparties en raison de 65% pour l'ARPTC, 5% pour les opérateurs mobiles et 30% pour 5C Energy, cet opérateur privé dont les prestations restent énigmatiques. Selon et au cadre d'une société de télécommunications, l'opacité dans la gestion du RAM est scandaleuse et informe que plus d'une année après le début des prélèvements, aucun opérateur n'a bénéficié d'une quelconque rétrocession de 5% tel que cela a été présenté. Ceci sous-entend que 70% sont retenus par l'ARPTC. Bien que le ministre du PTNTIC, Augustin Kibassa, se soit déresponsabilisé en déclarant que les recettes de RAM sont gérées d'une façon autonome par l'ARPTC qui dépend directement de la présidence de la République, son implication n'est pas moindre à travers la firme sous-traitante 5C Energy que d'aucuns qualifient d'une nébuleuse bénéficiaire de 30% des dites recettes. Entre-temps, le comité laïque de coordination projette une marche le mercredi 22 décembre prochain contre les prélèvements de cette taxe. Cette manifestation consistera aussi à exiger la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le CLC a déjà saisi le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Denis Ngobila, pour annoncer les différents itinéraires de la dite marche. Et parlons des états généraux du secteur de la communication et médias, c'est depuis le lundi que les membres du comité d'organisation et scientifique sont en retraite pour préparer 6 assises de 3 jours qui auront lieu dans un futur proche. Ces travaux qui visent l'amélioration du secteur de communication et médias dans tous ses aspects ici en RDC aura pour thème les médias congolais, quelle perspective à l'ère du numérique et des défis du développement durable. C'est en toute sérénité, dans une salle calme du centre Nganda à Kitambo, que se déroulent les travaux préparatoires des états généraux de la communication, sous le thème « Les médias congolais. Quelle perspective à l'ère du numérique et des défis du développement durable ?» Différentes composantes, notamment l'UNPC, le CESAC, l'ANEAP, le GED et autres, sont réunies en panel pour discuter sur l'organisation des États généraux. Les travaux subdivisés en 3 commissions, dont la commission des viabilités économiques des médias, qui a pour mission de peaufiner les stratégies pour permettre une existence des entreprises médias qui ne sera bénéfique aux propriétaires que le personnel de ces médias. Voire à l'État pour la commission des réformes des lois et cadre légal, qui a pour mission de pondre de nouveaux textes adéquats afin de renforcer la régulation dans le domaine de la communication et médias. Et enfin, la 3e commission est dirigée par Jean-Marie Kassamba et Rose Massala, qui doit définir la politique de la communication du gouvernement. Depuis 1990, l'image du Congo a été complètement déstructurée, malgré les efforts qui ont été apportés individuellement par tel ou tel dirigeant. Il faut aujourd'hui redéfinir le message national, l'identité nationale, les valeurs qui constituent notre République aujourd'hui, redéfinir les structures qui doivent piloter cette communication, mais également trouver les ressources humaines nécessaires, les voies et moyens, mais surtout les moyens technologiques, les ressources humaines qui doivent travailler sur des moyens techniques financiers pour que le Congo soit présenté autrement, sa visibilité soit autre que ce qu'on connaît aujourd'hui. Le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya, s'est dit en tant que chef de la tutelle et hôte de l'événement attendre de ces forums des vraies réformes et innovations pour une presse congolaise qui doit inspirer celle d'autres pays. C'était lors de la visite qu'il a rendue aux membres du comité d'organisation et scientifique interné. Ces assises aux allures d'un grand ménage
consistant à réhabiliter les secteurs de la communication en République démocratique du Congo sont organisés sous le patronage de la présidence de la République avec l'appui de la primature et d'autres partenaires, notamment l'Union européenne et l'Internews. Et le FMI autorise le décaissement d'une seconde tranche d'aide financière à la RDC à l'issue de son évaluation de la première partie du programme triennal de 1,4 milliard de dollars conclu avec le gouvernement congolais. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a validé ces rapports et a ordonné un deuxième décaissement. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé jeudi 16 décembre de l'année en cours le décaissement d'un prêt de 212,3 millions de dollars en faveur de la République démocratique du Congo, visant à renforcer les réserves d'échange du pays. Les 212 millions de dollars devraient permettre à la République démocratique du Congo de soutenir des projets structurels ambitieux. Au vu des effets néfastes de la pandémie des Covid-19, la persistance du virus, l'initiative de la gratuité de l'enseignement, l'économie congolaise connaît un déficit budgétaire accru ces dernières années. Le FMI a proposé des réformes qui comprennent une grande indépendance de la Banque centrale, une mobilisation et un encadrement plus efficace des recettes pour promouvoir une croissance économique durable en intensifiant la mobilisation des recettes intérieures et renforçant la politique monétaire. En 2020, l'activité économique a fortement ralenti en RDC à cause de la Covid-19. Le poids de cette maladie meurtrière a été particulièrement ressenti dans l'économie hors mine, entraînant une concentration du PIB hors industrie extractive. La République démocratique du Congo étant le premier pays africain producteur de cuivre et premier dans le monde en matière de cobalt, elle pourrait connaître une stabilisation économique dans la bonne gestion. Et en santé, la RDC a annoncé depuis hier la fin de l'épidémie d'Ebola, déclarée le 8 octobre dernier dans l'aire de santé de Boutili, dans la ville de Béni. Cette épidémie a été maîtrisée grâce à l'expertise et l'expérience des équipes du ministère de la Santé et de l'OMS. Après 42 jours de surveillance renforcée, 100 nouveaux cas confirmés, et selon le protocole OMS, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 13e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, qui aura duré 2 mois et 9 jours. Je remercie particulièrement la division provinciale de la santé du Nord Kivu, les experts du niveau national, ainsi que les équipes locales qui ont œuvré sans relâche pour l'obtention de ce résultat. Je salue singulièrement l'engagement des acteurs de la zone de santé de Béni, à qui je présente au nom du gouvernement mes vives félicitations ainsi que la reconnaissance de toute la population congolaise pour avoir suspendu leur grève en vue de riposter contre cette épidémie et à ses bons et loyaux services rendus. Je ne saurais ne pas remercier les prestataires de soins de première ligne, les relais communautaires, ainsi que les cadres nationaux et provinciaux qui ont donné de leur savoir et engagement pour venir à bout de cette épidémie, parfois au péril de leur vie. La victoire de cette épidémie tient aussi aux acquis de la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola, mais également de la résultante de la coopération internationale à travers nombreux de nos partenaires qui ont apporté l'appui technique et financier à cette réponse à la résurgence. Chers compatriotes, seule la zone de santé de Béni, sur les 17 que compte l'antenne de Butembo, a été affectée avec un total de 3 aires de santé touchées sur 19. Un total de 11 cas, dont 8 confirmés et 3 probables, a été notifié avec au total 9 décès, soit une létalité de 82%. Et l'actualité, c'est aussi cette affaire de tests Covid-19 produits par la RDC et qui ont été contredits par les autorités éthiopiennes. De groupes de voyageurs congolais ont été bloqués à Addis Abeba après avoir été testés positifs. On en parle dans ce journal avec un invité qui va nous donner un peu plus d'éclairage en rapport avec ce sujet. Bonjour à vous, docteur André Panda.
Bonjour, merci beaucoup. Ok, merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Vous êtes urgentiste et médecin en santé publique. Alors, il y a cette affaire de tests, faux tests, on n'en sait pas plus aujourd'hui malheureusement, qui ternit malheureusement aussi l'image de notre pays. Qui délivre les tests ici au pays qui sont déclarés faux par après? Bon, il faut dire que le ministère de la Santé publique a permis à certains privés de faire le test Covid, en dehors de l'INRB bien sûr, peut-être parce qu'il y avait une pression sur l'INRB. Et on trouve ici, en ville, ici où nous sommes, je ne saurais pas citer les noms, beaucoup de cabinets, même un cabinet médical où il y a un seul médecin, mais il fait le test Covid. Il faut le test Covid et il n'y a pas un monitoring pour contrôler les tests. Et ça, ce sont les faux tests. En matière de santé publique, seul le gouvernement doit livrer le certificat de certification de tests, donc l'INRB. Mais il y a beaucoup de cabinets en tout cas, détenus même par certains anciens ministres, qui font les tests ici en ville. Aussi, en Éthiopie, à quoi sert par exemple de faire le test chez quelqu'un qui a fait déjà le Covid parce qu'il sera positif, chez quelqu'un qui est vacciné, il sera positif. Mais un faux positif parce qu'il ne fait pas la maladie. Donc il y a le vrai positif, c'est celui-là qui fait la maladie et qui est diagnostiqué. Ceux qui avaient obtenu au préalable le vaccin, c'est ça? Oui, les voyageurs qui ont obtenu le vaccin au départ de Kinshasa, ils arrivent en Éthiopie, on refait le test. Mais ce sera positif parce qu'il a les anticorps anti-Covid avec lui. Et si on dose les anticorps, il va tester positif, mais il n'est pas malade. Et ça, c'est un faux. Mais pourquoi c'est seulement le Congolais? Bon, voilà, c'est ça le business. Les avions qui ont débarqué. C'est ça justement le business en Afrique. Les Congolais, notre population congolaise, se retrouve parmi les grands voyageurs dans le monde, particulièrement en Afrique ici. Vous voyez, la Namibie vient ici, c'est parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui vont en Namibie, qui vont acheter les histoires. En Afrique du Sud, n'en parlons pas, au Botswana, et dans tous les pays. Par l'Éthiopie, nous passons pour aller à Dubaï, donc à toute l'Asie de l'Est, même aux États-Unis. Donc, les pays là, les Émirats arabes, ont mis une barrière de santé publique à partir de l'Éthiopie et de Kenya pour checker tout Congolais qui va accéder à leur territoire. Mais là, c'est maintenant la politique étrangère du pays. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères peut demander à ces pays-là que le même test qu'on fait en Éthiopie soit fait à notre aéroport. Au lieu que la population quitte ici, les voyageurs, et ils arrivent en Éthiopie et ils sont surpris par les tests et par les frais exorbitants à payer. $100, ce n'est pas peu quand on voyage. Voilà peut-être un élément d'information avant de changer de sujet rapidement. Ces Congolais sont détenus, je dirais, dans des conditions qui se délétèrent de plus en plus. Malheureusement, qu'est-ce qui va être fait finalement? Toujours le ministre des Affaires étrangères. Il doit exiger que les Émiratis qui ont placé la barrière épidémiologique en Éthiopie et au Kenya, de s'entendre avec eux que les tests soient faits à l'aéroport. On peut faire ici à l'aéroport d'Indil, refaire les tests et puis les voyageurs prennent l'avion. Au lieu de connaître ce qu'ils connaissent, ceux qui n'ont pas prévu le météo de l'Éthiopie est différent d'ici. Il y a un grand vent en Éthiopie, il fait très froid là-bas. Et vous mettez comme ça dans les conditions qui ne sont pas acceptables, et en train d'attendre et les résultats et attendre aussi la programmation de l'avion. C'est terrible, c'est terrible. Alors, dernière question, docteur André Panda. Grippe saisonnière, Covid-19, des symptômes qui se ressemblent. Récemment, le docteur Mouyembe a annoncé que les lits sont bondés, beaucoup plus d'enfants qui présentent des signes, des symptômes, qui ont même été diagnostiqués de Covid-19. Qu'est-ce qui justifie cela? Bon, quand il y a fréquence, c'est ça même l'épidémie, par définition, il y a la fréquence anormalement élevée de fréquentation dans l'hôpital. C'est ce que ça veut dire épidémie. Et s'il y a, bon, comme vous m'informez qu'il y a plus d'enfants,
Mais la plupart des temps, ce sont les enfants qui sont le porteur. Maintenant qu'ils commencent à être atteints, c'est que l'immunité pose problème dans cette catégorie d'âge. L'immunité pose problème. Il faut revoir le système de nourriture et de tout ça pour les enfants. C'est souvent les enfants qui transmettent la maladie chez l'adulte. Et que quand ils commencent à être eux-mêmes malades, c'est-à-dire qu'il y a un problème immunitaire vrai. Merci, docteur André Panda. Je précise également que vous êtes expert au ministère de la Santé ici en République démocratique du Congo. Exactement. Merci. Merci. Et dans la suite de l'actualité, 6 personnes sont mortes et plusieurs autres blessées dans un accident de circulation survenu dans la nuit du mercredi à jeudi sur la route nationale numéro 1 dans le territoire de Massi-Manimba dans la province du Kwilu. Selon les témoins sur place, il s'agit d'un véhicule de marque Oyo qui s'est renversé au niveau de Massamuna. Il transportait des sacs de braise, des bidons d'huile, des palmes et de l'alcool traditionnel. L'excès de vitesse et la conduite en état d'ivresse seraient à la base de cet accident, un acte que les autorités locales ont rapidement condamné. Et on passe en Afrique, en Libye. Tripoli est une nouvelle fois victime du chaos et du pouvoir des milices. C'est le front El Soumoud, la brigade dirigée par Salah Badi, originaire de Misrata, qui encercle depuis minuit le siège du gouvernement ainsi que celui du conseil présidentiel. Aucune réaction de la présidence ou du gouvernement n'a été faite pour le moment concernant ces événements. Réunis à Bruxelles, les dirigeants des 27 tentent de relancer les négociations avec Moscou pour éviter un nouveau conflit entre la Russie et l'Ukraine. L'Union européenne planche notamment sur des sanctions supplémentaires en raison de ces attaques. L'Union européenne se veut solidaire avec ses partenaires et ferme avec Moscou. Alors que se terminent les sommets des dirigeants à Bruxelles, l'Union européenne fait pression sur la Russie pour éviter une nouvelle agression militaire contre l'Ukraine. Pour ce faire, elle préconise la relance des négociations comme la meilleure solution en utilisant la formule dite du format Normandie où la France et l'Allemagne jouent les bons offices entre l'Ukraine et la Russie. Les présidents français Emmanuel Macron et les chanceliers allemands Olaf Scholz se sont d'ailleurs réunis avant le début du sommet avec leur homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour caler une position commune. L'Ukraine s'est imposée comme la dominante du sommet organisé à Bruxelles entre les dirigeants des 27 et leurs homologues des pays du partenariat oriental, dont la Géorgie, la Moldavie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. 5 anciennes républiques soviétiques confrontées aux tentatives de déstabilisation orchestrées depuis Moscou et minées par les luttes intestines. Au sein de l'Union européenne, l'adoption des sanctions nécessite l'unanimité et aucun dirigeant ne s'est prononcé pour des sanctions préventives. En cas de nouvelles agressions militaires, le coût à payer pour la Russie sera très élevé et il y aura des conséquences graves. Pour rappel, Moscou veut neutraliser les anciennes républiques soviétiques frontalières de l'Union européenne et de la Turquie en s'opposant à leur adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne. Plusieurs diplomates et responsables européens expliquent que les Européens rejettent ces droits de veto, mais plus personne ne parle de l'intégration de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN ni de leur entrée dans l'Union européenne. Et en sport, les 9e Jeux de la francophonie pointent déjà à l'horizon et toutes les disciplines doivent déjà harmoniser les choses afin de mieux se lancer. Dans certaines fédérations, les choses sont toujours enchevêtrées. Le cas de la FENACOJU qui reçoit déjà les menaces de la Fédération internationale de judo au cas où les élections ne se tiennent pas d'ici février 2022. Pour demande de la Fédération internationale de judo, le directeur des activités physiques et sportives, Alissa Adaka, invite l'actuel comité de la FENACOJU à tenir son assemblée générale extraordinaire et élective avant le mois de février 2022 afin de baliser le chemin pour le jeu de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa au mois d'août prochain, sauf délocalisation des dernières minutes. Pour réussir ces assises, Alain Chilungu sollicite l'unité des judokas. L'actuelle fédération est en dépassement des mandats de près de 2 ans. Nous voulons que les choses redeviennent correctes. Il faut que les attentes fonctionnent. Il faut que la ligue fonctionne. C'est le souci de tous les judokas. Il faut que les compétitions reprennent. Il faut que les combats individuels reprennent en bonne et due forme. Quels que soient les résultats, on sera tous judokas. Il n'y a pas meilleur judoka que l'autre. Nous sommes tous judokas et chacun œuvre pour l'intérêt du judo.
Initialement prévue au mois de novembre 2020, l'Assemblée générale extraordinaire et élective de la Fédération nationale congolaise de judo a été reportée sur demande de l'ancien ministre des Sports et Loisirs, Amos Mbayo Kitenge, après remue-ménage qu'il y a eu dans la salle le jour du vote. Et c'est depuis le 2 décembre dernier qu'il a rendu le tablier au poste de deuxième vice-président de la Fédération de basketball du Congo. Bart Kalemo sort de son silence et évoque plusieurs désordres orchestrés au sein du bureau fédéral, notamment sur la gestion financière. Nommé coordonnateur des équipes nationales de basketball à la veille de l'Afro-Rwanda 2021, Bart Kalemo a claqué la porte pour la gestion financière opaque au sein de cette fédération. Dans une interview accordée à la presse, Bart Kalemo s'est exprimé sans langue de bois sur sa démission. Je manque de mots pour vous dire que la manière dont la fédération a été gérée reste à désirer. On ne peut pas nous prendre pour des boucs émissaires. Moi, je ne peux pas être là, être solidaire d'une gestion que je n'ai pas été consulté, ou d'une gestion auquel moi je n'ai pas participé, ou d'une gestion où je n'ai pas vu les chiffres. Je pars de la fédération parce que je n'accepte pas ce qui se passe au sein de la fédération. Je n'accepte pas ce principe-là. Voilà pourquoi je me suis désolidarisé. Ça, c'est de 1. En 2019, juste un exemple, j'ai conduit la délégation de l'équipe nationale du basketball du Congo aux éliminatoires de la zone 4 pour l'Afro-Basket qui s'est joué à Dakar en 2019. On m'a remis $10 000 et je suis arrivé à Yaoundé avec $10 000. À ces $10 000, tu ajoutes le prix des billets. Si je vais, c'était une délégation de 15 personnes. Je vais aller à l'excès. En 2019, le billet de l'avion jusqu'à Yaoundé, $1 500. Prends 15 000 fois $1 500, tu as les chiffres. 1500 fois 15 personnes, si j'arrondis à l'excès à 30 000, plus 9 000, plus 10 000, c'est 50 000 balles. Mais quand j'ai eu le rapport de la fédération d'activité volet financier, la fédération a reçu $201 000 du gouvernement. Et la fédération n'est pas à mesure de nous dire la différence a été affectée à quoi. À ce jour, Bart Kalemo attend que sa démission soit actée par le bureau fédéral. Place au rappel des titres à présent. Le sommet Turquie-Afrique débute ce vendredi au Palais des Congrès d'Istanbul. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, y est en sa qualité de président de l'Union africaine. La rencontre est consacrée aux investissements et à la lutte contre le terrorisme en Afrique. Et la présence dans les jours à venir d'un contingent de la police rwandaise pour sécuriser la ville de Goma provoque déjà un tollé au sein de la classe politique congolaise. Une motion d'information adressée au ministre de l'Intérieur a été introduite par les députés nationaux Jean-Baptiste Kassekwa. Et le comité laïque de coordination projette une marche à la date du 22 décembre pour exiger la suppression des prélèvements de la taxe RAM, registre des appareils mobiles et aussi la dépolitisation de la CENI. Et c'est par ici que ce journal prend fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001.